Bonjour Sophie Binet. J'ai comme l'impression que votre venue ici suscite un certain enthousiasme. On est ensemble pendant une petite heure pour discuter de la rentrée sociale, mais pas seulement. On a un peu le sentiment que l'histoire s'accélère en ce moment. En l'espace de 3 jours, on a vécu un suicide politique. Je parle évidemment de celui de François Bayrou, l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, et puis une journée de mobilisation d'un genre un peu particulier qui est celle du 10 septembre, sur laquelle évidemment on va revenir. Pour continuer à planter le décor, on peut dire que la France traverse une période d'instabilité politique telle qu'elle n'en avait pas connue depuis 50 ans et qu'elle est secouée par une colère sociale d'une rare intensité. François Bayrou aura passé tout l'été à essayer d'éteindre un incendie qu'il a largement contribué à allumer le 15 juillet en annonçant à l'époque une série de mesures austéritaires parmi lesquelles la possible suppression de 2 jours fériés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas l'idée politique du siècle. Puis il a menacé tous ses opposants, dont vous, en expliquant que c'était soit lui, soit le chaos. Et là encore, ça n'a pas été une franche réussite. Ma première question concerne un horizon très proche. Le 18 septembre, donc dans 5 jours, l'intersyndicale au grand complet appelle à une journée d'action. À l'époque où vous avez décidé de cette journée, la colère sociale en France se cristallisait surtout autour d'un budget porté par un gouvernement. Or aujourd'hui, ce gouvernement est tombé et le budget aussi. D'où ma question, contre qui et contre quoi allez-vous mobiliser le 18 ? Bonjour tout le monde. Je crois qu'on a oublié d'être bête et qu'on a bien compris la stratégie d'Emmanuel Macron, tout changer pour ne rien changer. Là, il a sacrifié 3 premiers ministres en 1 an pour espérer sauver sa politique. Et je pense que le message qu'on va lui passer le 18 et après, c'est qu'il peut changer tant qu'il veut de ministre. Le 18 et après, c'est nous qui allons changer la donne. Et tu l'as dit dans ton introduction, on est dans un moment où l'histoire s'accélère, ça arrive de temps en temps dans l'histoire sociale, on est dans ce moment-là. Le 18, c'est pas une date comme les autres, c'est une étape décisive. Il faut que tout le monde y soit. J'ai entendu dire qu'il y avait 500 000 festivaliers, festivalières à la fête de l'UMA, par exemple. Toutes celles et ceux qui sont à la fête de l'UMA, rendez-vous en grève, en manifestation, le 18. Le 18, on emmène les collègues, les amis, les frères, les sœurs. On est tous et toutes là, il n'y a pas d'excuse pour être là le 18. On a déjà recensé plus de 200 manifestations dans toute la France. L'ensemble des organisations syndicales appellent à la grève. Il faut que dans toutes les boîtes, il y ait des grèves. Et donc, pourquoi est-ce qu'on manifeste le 18 ? On a changé de Premier ministre, mais là où je ne suis pas d'accord avec la question qui vient d'être posée, c'est que le budget n'est pas tombé. Il n'est pas tombé du tout. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce que nous voulons, ce n'est pas un nouveau Premier ministre, c'est un autre budget. Donc ce que nous voulons d'abord le 18, c'est enterrer définitivement ce musée des horreurs. Et ce n'est pas seulement les 2 jours fériés. Le musée des horreurs, c'est le doublement des franchises médicales, c'est le gel des retraites et de toutes les prestations sociales, c'est le gel du salaire des fonctionnaires, c'est l'austérité pour nos services publics et la suppression de 3000 postes de fonctionnaires. Voilà tout ce que nous voulons enterrer. Et puis comme ici, je pense qu'on partage toutes celles et ceux qui sont là ici, c'est que nous, on a un esprit très positif. Et donc, le 18, on ne vient pas seulement se battre contre, on va d'abord se battre pour. Le 18, on prend le stylo, on prend le chéquier et on dit ce que nous voulons. Et le 18, on va dire qu'on veut la justice fiscale. L'argent, il y en a dans les poches du patronat. On le sait en manif, on le dit et c'est vrai. Le 18 et après, on veut gagner de l'argent pour nos services publics. C'est plus possible que nos hôpitaux soient à l'os, que nos écoles et nos universités ne puissent plus fonctionner. Il faut des moyens pour nos services publics. Le 18, on va gagner l'abrogation de la réforme des retraites, cette réforme qui ne passe pas, qui ne passera jamais. Le 18, on va exiger l'augmentation des salaires et des pensions. Et le 18, on va aussi exiger l'arrêt des licenciements parce que depuis 1 an, la CGT a recensé 450 plans de licenciement dans tout le pays. Ça n'est pas possible que ça continue comme ça.
Sébastien Lecornu, pourtant, a promis une rupture avec la façon de faire de son prédécesseur. Est-ce que vous vous rassurez de ça? Est-ce que ça vous rassure? Bah, en fait, évidemment, quand je l'ai entendu, j'ai eu envie de dire lol, mais bon, comme je l'avais déjà dit, je ne l'ai pas redit. Mais disons que, bon, d'abord, en fait, quand j'ai vu cette nomination, je me suis dit, mais vraiment, Macron, merci. Notre meilleur allié pour les mobilisations sociales, c'est encore et toujours Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que le 10 a été réussi? Mais aussi en partie grâce à la nomination de Sébastien Lecornu. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est une rupture. Mais nommer pour la rupture quelqu'un qui a été ministre de tous les gouvernements depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, c'est-à-dire depuis 8 ans, là, chapeau l'artiste. Et franchement, on a un président de la République disruptif et ultra créatif. Donc, respect. Donc, la rupture, moi, le point positif, on va le prendre dans ce sens-là, c'est que ce Premier ministre qui a fait tous les gouvernements d'Emmanuel Macron soit obligé de prononcer le mot rupture, c'est déjà un signe du rapport de force. Maintenant, la rupture, nous, encore une fois, on n'est pas des lapros de 6 semaines, donc il va falloir des actes immédiats. Lundi, à 11h, j'ai la chance d'être reçue par Monsieur Lecornu, donc notre nouveau Premier ministre. Et lundi à 11h, ce qu'on va faire avec les camarades de la CGT, c'est qu'on va faire très très simple. On va faire un QCM. QCM avec 2 possibilités, oui-non. Il n'y a pas « ne sais pas » ou « je verrai ». Et donc, dans ce QCM, on va poser les questions très simplement. Jour férié, oui, non. Désindexation des retraites, oui, non. Suppression des postes de fonctionnaires, oui, non. Abrogation de la réforme des retraites, oui, non. Etc., etc. Et à la sortie, dès lors qu'on n'aura pas eu oui, ça voudra dire non, et ça voudra dire qu'il faudra se mobiliser encore plus massivement le 18. La rupture que nous voulons imposer, c'est évidemment une rupture sur la forme. Les passages en force, ça n'est plus possible, mais c'est aussi et d'abord une rupture sur le fond. Ça n'est plus possible de mener cette politique au service des plus riches et au service des entreprises du CAC 40. Voilà ce qu'on va aller chercher le 18 et les jours après. En annonçant son intention de rouvrir la boîte de Pandore de la réforme des retraites de 2023, on a un peu le sentiment que Sébastien Lecornu il cherche à fracturer l'intersyndicale, et notamment d'enfoncer un coin entre la CGT et la CFDT. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous pensez que l'intersyndicale va tenir le choc, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des dernières années? D'abord, si notre nouveau Premier ministre est obligé de parler de la question des retraites, c'est pas de gaieté de cœur, parce que ça, ils ne veulent plus en parler. Macron, dès le mois de février-mars 2023, il ne voulait plus en parler en disant la page est tournée, on passe à autre chose, etc. Ça fait 2 ans, et ça fait 2 ans que cette réforme des retraites, c'est comme le scotch du capitaine Haddock, là, il n'arrive pas à s'en détacher. Et donc nous, notre message est très simple, il n'arrivera jamais à s'en détacher. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a été obligé de sacrifier 3 premiers ministres en 1 an? Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été aussi seul, aussi minoritaire, qu'il est incapable de faire passer aucune réforme? Parce qu'il est passé en force contre la réforme des retraites. En fait, cette séquence-là, elle montre que quand on se mobilise, on ne perd jamais. On ne gagne peut-être pas immédiatement, effectivement, on n'a pas gagné sur la réforme des retraites, parce qu'il y a le 49.3, cette 5e République, etc. Mais Macron a perdu dans les urnes, il a été sanctionné, et tous ses premiers ministres ont sauté à cause de cette réforme des retraites, parce que Bayrou a perdu la confiance des Françaises et des Français à partir du mois de mars, au moment où il a dit qu'il n'allait pas abroger cette réforme des retraites. Donc, si notre nouvel ami, Monsieur Lecornu, ne veut pas venir remplir le cimetière des premiers ministres qui commence vraiment à déborder, il faut qu'il abroge la réforme des retraites, sinon son mandat va se terminer très vite. Et donc ça, pourquoi est-ce qu'il parle des retraites? Parce qu'il a compris que malheureusement pour lui et pour Emmanuel Macron, il était obligé d'en parler. Donc évidemment, après, encore une fois, nous ne sommes pas dupes. Et donc leur stratégie, ça va être, comme toujours, de diviser les organisations syndicales, la gauche, etc., etc. Et donc ça a été la stratégie qu'ils ont eue dans le conclave, mais c'est la raison pour laquelle la CGT a une stratégie unitaire et que nous nous battons pour avoir une intersyndicale forte. Et là, vous l'avez vu, moi je suis sûre que l'unité syndicale va tenir, en tout cas on va se battre pour. Et cette unité syndicale, elle sera d'autant plus forte que la mobilisation sera forte et que l'unité syndicale se construira à tous les niveaux. Au niveau évidemment national, dans tous les territoires, dans toutes les professions, dans toutes les entreprises, sur tous les lieux de travail. Et c'est ce qu'on va faire partout.
En 2017 et en 2022, Emmanuel Macron s'est présenté en rempart contre l'extrême droite. Et pourtant, aujourd'hui, l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Je sais que ça vous inquiète. Jordan Bardella à Matignon, ça vous semble une menace crédible à court ou moyen terme? Ah oui, 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 très 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 crédible, y compris à court terme. On sait que quand Macron fait la dissolution l'année dernière, c'était pile, je gagne et je réussis à ressouder ma majorité. Et puis si je perds, oui, le Rassemblement national, comme l'a dit d'ailleurs un certain patron, c'est un risque nécessaire. Il rentre à Matignon et ça lui permettait de se poser en président de la République, rassembleur, etc. Donc maintenant, c'est une stratégie du capital. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron multiplie ses passages en force? Il n'est pas bête quand même, il est brillant, il ne faut pas le sous-estimer. Et pourquoi est-ce que le patronat le pousse à être aussi intransigeant et que le patronat est complètement radicalisé? Parce qu'ils savent que s'ils sont obligés de sacrifier le futur prochain ministre, Premier ministre, ou alors peut-être Emmanuel Macron, parce que à la limite, voilà, leur plan B, ça sera l'extrême droite. Vous en avez débattu juste avant ici, le patronat a déjà son plan B, à savoir l'extrême droite. Donc c'est un risque très très sérieux. Et ce que je veux rappeler ici, c'est que l'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir sans un soutien des milliardaires et du capital. Et Donald Trump est arrivé au pouvoir grâce au soutien d'Elon Musk et de tous ses amis milliardaires. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Dans les manifestations en ce moment, enfin vous avez en partie répondu, on entend de plus en plus des Macron démission. Est-ce qu'il devrait partir, selon vous, le président de la République? C'est sûr, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde qu'il s'en aille, parce que depuis 8 ans, il a mis la France dans un état calamiteux et il fonce dans un mur à grande vitesse. Ça fait 8 ans qu'on lui dit, et au lieu de bifurquer, il accélère. Et le problème, c'est qu'il emmène tout le pays dans une catastrophe et là, prochainement, une crise de régime. Mais nous, comme organisation syndicale et nous, comme mouvement social, notre enjeu central, c'est la question du contenu, de l'orientation des politiques. Notre sujet, ça n'est pas le casting. On peut avoir la même chose que Macron, ou pire. Le capital, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, la stratégie du patronat, toujours. Par exemple, à un moment, en 2012, ils ont senti que Sarkozy était fini et ne repasserait pas. Et donc, les milieux patronaux se sont organisés autour de François Hollande pour reprendre la main. Qui est-ce qu'ils ont positionné à l'époque ? Un certain Emmanuel Macron, que les patrons ont demandé à François Hollande de prendre à son cabinet. Là, le jour où les patrons vont sentir que Macron c'est fini, ils vont se réorganiser, ils sont déjà en train de le faire, autour de Bardella et de l'extrême droite. Donc notre sujet, ça n'est pas le casting, c'est l'orientation des politiques. Et y compris quand on se focalise trop sur le casting, on peut même réussir à gagner sur le casting et amener tel ou tel au pouvoir, mais on a quand même eu quelques expériences un peu décevantes de tel ou tel qu'on avait amené au pouvoir si on n'avait pas assez caractérisé les politiques que nous voulions qu'ils mènent et organisé le rapport de force pour que les politiques soient menées. Et donc l'enjeu, on sait que le capital est spécialiste de changer les visages pour maintenir une politique à son service. Donc notre objectif, c'est le contenu de la politique. Et pour finir, comme organisation syndicale, nous sommes toujours très... évidemment qu'on s'intéresse à la chose politique, c'est un principe indispensable, mais pour nous, l'indépendance syndicale, c'est fondamental. Jamais on ne doit instrumentaliser une lutte sociale pour autre chose que les revendications des travailleurs et des travailleuses. Pour des enjeux politiciens, par exemple. Et de l'autre côté, jamais on ne doit mettre sous l'éteignoir une lutte sociale pour des enjeux politiciens ou politiques autres que les objectifs de la lutte sociale. Par exemple, j'entends venir l'argument sur « on est dans une crise de régime, c'est catastrophique, etc. Qu'est-ce que vous allez appeler à manifester, à faire grève? Vous êtes dangereux ?» Mais non, c'est tant qu'on a un pouvoir qui va continuer à piétiner, à ne pas répondre aux exigences sociales, quel que soit le contexte institutionnel, il faudra se mobiliser pour mettre les choses sous pression de la rue. Si jamais on arrivait à une dissolution, il faudrait que la mobilisation sociale soit très forte pour que ces échéances électorales se fassent sous surveillance populaire, sous surveillance des travailleuses et des travailleurs. Il y a une question qui occupe à nouveau, enfin qui pollue même tout l'espace public depuis plusieurs mois, c'est celle de la dette publique. Et on entend beaucoup dire, dans les médias notamment, que c'est la première des urgences et que si on ne règle pas ce problème, on va se retrouver dans une situation comparable à celle de la Grèce d'il y a quelques années.
Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ou est-ce que, pour le dire trivialement, 3 300 milliards d'euros de dette, c'est pas si grave? En fait, j'ai envie de dire un peu les deux. Mais cette question de la dette, ça fait pas juste quelques mois ou quelques semaines qu'on nous en parle. En fait, cette question de la dette, on nous en parle tout le temps. Et c'est toujours la justification pour nous imposer des réformes pourries. Rappelons-nous, il y a 2 ans, quelle a été la seule justification sur la réforme des retraites? La dette. Que s'est-il passé après le 49.3? Oh, bah tiens, la notation de la France a dégringolé. C'est-à-dire qu'on nous a imposé cette réforme des retraites, soi-disant pour améliorer la dette, mais les agences de notation ont dégradé la note de la France. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu ce que la CGT et les organisations syndicales ont martelé, à savoir que si Emmanuel Macron passait en force, il allait le payer d'une profonde crise démocratique. Et donc, la note a été dégradée pour l'instabilité politique. Et d'ailleurs là, hier ou aujourd'hui, la note vient d'être dégradée. Et si vous regardez l'explication, c'est encore cette explication-là. La deuxième chose que je veux dire, c'est que toutes ces réformes, et donc depuis 2017, on en a enquillé quand même, une réforme du Code du travail extrêmement violente, les ordonnances, 4 ou 5 réformes de l'assurance chômage, une réforme des retraites, etc., etc. On nous les a imposées au nom de la dette. Le bilan, c'est quoi aujourd'hui? La dette a augmenté de 1000 milliards. Un tiers de dette en plus. Donc, chapeau l'artiste, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, le pompier pyromane, qui crée la dette par sa politique de l'offre au service des plus riches. On sait que sur les 1000 milliards, il y en a au moins 500 milliards qui sont liés aux cadeaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises, et que le sujet, ce n'est pas un problème de dépenses, il n'y a pas trop de dépenses, c'est qu'il n'y a plus assez de recettes à cause de tous les cadeaux qu'ils ont faits pour les plus riches et pour les entreprises du CAC 40. Dernière chose, très importante. Je suis très étonnée dans les médias qui sont maintenant, à part l'Humanité et quelques autres qui résistent de plus en plus détenus par des milliardaires, qu'on ne nous parle jamais de l'Espagne. C'est quand même assez étonnant. La comparaison entre l'Espagne et la France, c'est hyper intéressant. Vous avez 2 pays très proches, dans la même zone, etc. L'Espagne a le même problème de dette que la France. Sauf qu'en Espagne, il y a une politique inverse qui a été tenue à celle d'Emmanuel Macron. Grâce à la mobilisation des organisations syndicales, les salaires ont augmenté de 60%, les contrats précaires ont été supprimés. Aujourd'hui, ce que sont en train de gagner les organisations syndicales, c'est une réduction collective du temps de travail sans réduction de salaire. Et qu'est-ce qui se passe en Espagne? La croissance n'a jamais été aussi élevée et la dette baisse. Donc on voit que la politique d'Emmanuel Macron, elle est non seulement catastrophique d'un point de vue social, mais c'est aussi un naufrage économique. Jamais notre déficit n'a été aussi élevé, jamais notre déficit commercial n'a été aussi fort, l'industrie n'a jamais été aussi faible dans le pays, alors que cette politique de l'offre, elle est justifiée, soi-disant, pour attirer les investisseurs, ouvrir, soi-disant, de nouvelles usines. C'est faux, on passe notre temps à fermer des usines, malheureusement. Alors justement, j'avais une question là-dessus, parce que tout à l'heure, juste après notre entretien, on accueillera plusieurs salariés, dont un responsable CGT d'ArcelorMittal, qui se bagarre avec ses camarades depuis des mois contre une restructuration énorme. Il y a pratiquement un an, je crois que c'était en novembre, la CGT alertait sur une vague de plans sociaux, entre guillemets, comme on les appelle, qui allait déferler sur le pays. Vous avez même fait une carte de tous les emplois menacés. L'histoire vous a donné raison, malheureusement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quel bilan vous faites de la campagne que vous avez menée depuis ce moment? Donc ça va faire partie des sujets dont je vais parler lundi avec notre nouvel ami. Je vais lui remettre la liste. Alors ça fait... on l'a remise à Gabriel Attal, on l'a remise à Michel Barnier, on l'a remise à François Bayrou, la liste des plans de licenciement. Là, on va dépasser les 400, être pas loin des 450. Ça monte, malheureusement. Et le problème, c'est que, à part la CGT, les organisations syndicales, personne ne fait rien pour empêcher ces plans de licenciement. Grâce à la mobilisation, on a réussi à gagner la reprise d'entreprise et la sauvegarde des emplois. Mais à chaque fois, c'est David contre Goliath, parce qu'il n'y a pas de stratégie industrielle pour inverser la donne. Donc on a réussi à gagner grâce à une mobilisation incroyable qu'on a montée avec nos camarades de la Fonderie de Bretagne. On a réussi à sauvegarder quasiment 300 emplois à la Fonderie de Bretagne. On peut les applaudir. On a réussi à sauver Valdune, la dernière entreprise qui fabrique des roues et des essieux de train que Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, avait condamné à la fermeture en disant qu'il n'y avait pas d'avenir pour cette usine. Eh bien, on l'a sauvée et aujourd'hui, elle tourne à plein.
On a sauvé Gardanne, cette centrale qu'on est en train de reconvertir pour répondre aux défis environnementaux dans les Bouches-du-Rhône. On est en train de sauver Chapelle Darblay avec 200 emplois que nous voulons créer à la clé. Nous avons de belles réussites à valoriser grâce à notre mobilisation, mais c'est plus possible. Et donc, ce que je vais dire aussi lundi à notre Premier ministre, c'est que c'est plus possible d'avoir un ministère de l'Industrie qui est transformé en ministère des licenciements. On n'a pas besoin d'avoir à Bercy des gens qui versent des larmes de crocodile sur les plans de licenciement et qui nous resservent les mêmes arguments que ceux qui sont sortis par nos patrons. À Bercy, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'un État stratège. On a besoin d'un État qui utilise les aides publiques comme levier pour agir sur le capital au lieu de signer des chèques pour subventionner les plans de licenciement. On a besoin d'avoir à Bercy un État qui utilise tous les leviers à sa disposition, et il y en a plein pour empêcher ces licenciements. Des nationalisations, comme ce qu'on réclame à ArcelorMittal, un moratoire sur le licenciement, c'est possible aussi. Des réquisitions. À Vancorex, par exemple, on a interpellé pendant des mois le ministre de l'Industrie pour qu'il lève le petit doigt. Il ne l'a pas fait, c'est un scandale. Mais à Vancorex, la lutte continue, puisque la CGT, je vais aussi le porter lundi, a un nouveau projet de reprise de l'entreprise pour garantir la continuité. 200 emplois à court terme, 2000 à moyen terme. Et il y a intérêt, ça va faire partie des QCM, là, il y a intérêt à ce que la case, elle soit du côté du oui. Ça fait partie des exigences qu'on va porter. Vous avez... Et puis, dernière chose, Ascométal, Novasco, c'est une aciérie qui est présente et dans le nord et dans l'est. C'est une aciérie électrique. C'est une aciérie décarbonée. Novasco est en train de fermer 800 emplois d'ouvriers, 3000 emplois indirects qui disparaîtraient. Et donc, Novasco, évidemment, c'est un sujet sur lequel on va interpeller immédiatement M. Lecornu, parce que c'est extrêmement urgent. Novasco, il faut que l'État tape du poing sur la table. Il a débloqué 85 millions d'euros d'aides publiques. Elles sont arrivées. Le repreneur, qui était un fonds britannique, s'était engagé à mettre 90 millions d'euros. Il n'a déboursé que 1 million d'euros. C'est un grand classique. Maintenant, il faut que l'État se fasse respecter. Il y a une clause qui prévoit dans le contrat qu'ils ont signé ensemble que si le fonds britannique ne met pas l'argent derrière, tous les actifs basculent à l'État. Ça s'appelle une nationalisation. C'est prévu dans le contrat. Donc, il reste 15 jours, il reste jusqu'au 15 septembre, non, ça ne fait pas 15 jours, jusqu'à mardi, pour que Greybull, le repreneur britannique, paye les 88 millions d'euros qu'il doit. Si au 15 septembre, ce n'est pas fait, l'État doit récupérer les actifs et doit nationaliser Novasco. Vous avez évoqué les aides publiques aux entreprises. Je redonne le chiffre parce qu'il est quand même énorme, c'est 200 milliards d'euros par an. C'est 2,5 fois le budget de l'éducation nationale. Et à la CGT, ça fait des années que vous dénoncez cette gabegie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement selon vous? Il faudrait tout supprimer, en supprimer certaines. Enfin voilà, qu'est-ce que... D'abord, il n'y a jamais eu autant d'aides publiques aux entreprises en France et l'industrie n'a jamais pesé aussi peu dans le PIB. Donc on voit que le chantage permanent des patrons sur si on supprime les aides, on licencie et il faut plus d'aides, c'était l'histoire du CICE de François Hollande, on se souvient, hein, donner 20 milliards pour réindustrialiser le pays, on voit le résultat aujourd'hui. Donc il faut sortir de cette histoire-là qui est totalement fausse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut évaluer, conditionner. On voit que Bercy n'est même pas capable de faire la liste des aides publiques et de les suivre. Et il faut centrer les aides sur les secteurs qui en ont besoin. Les petites entreprises, les secteurs exposés à la concurrence. Aujourd'hui, c'est la grande distribution et les grandes entreprises qui bénéficient du plus d'aides publiques. Je n'ai pas l'impression qu'elles en aient besoin. Ensuite, ces aides publiques, c'est un levier énorme pour agir sur l'économie et pour la transformer. Ça fait partie des moyens de redonner du pouvoir à l'État. Ces aides publiques, c'est un des leviers pour éviter... Vous vous souvenez, Jospin, en 2002, quand il va voir les ouvriers de l'U et qu'il leur dit « l'État ne peut pas tout ». Pourquoi est-ce qu'il a été éliminé et qu'il n'est pas arrivé au deuxième tour et que c'est l'extrême droite qui a été qualifiée? Parce que, justement, il a organisé l'impuissance de l'État face à la toute-puissance des multinationales. Donc, pour combattre l'extrême droite,
il faut que le politique, l'État, reprenne le pouvoir face à l'économique et réutilise les leviers, les outils dont il a à disposition, et les aides publiques, ça en fait partie. Donc il faut conditionner les aides publiques à la transformation environnementale de l'outil productif, parce qu'il y a énormément à faire pour décarboner notre industrie. Il faut conditionner les aides publiques, évidemment, à l'absence de licenciement. Ça paraît juste évident, mais en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Toutes les entreprises qui licencient aujourd'hui ont bénéficié d'aides publiques et une large majorité d'entre elles font des bénéfices. C'est hallucinant et on laisse faire sans rien dire. Il faut enfin, sur les aides publiques, nous on pense qu'il faut fonctionner par en bas et il faut garantir un contrôle social sur les aides publiques. Nous avons une revendication toute simple. Si les politiques n'ont pas le courage de jouer leur rôle, donnez-nous, nous, le pouvoir de le faire. Permettez aux représentants du personnel de suspendre les aides publiques et de les supprimer quand les entreprises ne répondent pas aux objectifs. Ça s'appelle un avis conforme des CSE pour qu'une aide publique bénéficie d'aide, il faut que ça soit validé par le comité social et économique de l'entreprise. Voilà. J'aimerais vous entendre sur le mouvement du 10 septembre dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure. C'est un mouvement qui est né cet été en dehors des structures syndicales, qui au départ donnait l'impression d'être une espèce d'auberge espagnole de la colère, où il y avait un peu de tout, des groupes d'extrême gauche, des groupes d'extrême droite, des anciens gilets jaunes, quelques complotistes aussi. Et puis on a eu l'impression que le mouvement il s'assainissait entre guillemets et qu'il finalement il s'est structuré sur des revendications que je trouve assez progressistes. Vous avez fait le choix à la CGT de soutenir ce mouvement. Quel bilan vous en faites aujourd'hui maintenant que, enfin c'était il y a 3 jours. Bah d'ailleurs, d'abord le 10 septembre c'est hyper intéressant parce que ça montre qu'il ne faut jamais penser en statique mais toujours en dynamique. Et donc à un instant T, le 10 septembre, effectivement, il a été lancé par des militants souverainistes. Et ensuite, par la dynamique, on a réussi à le faire évoluer sur autre chose et à le centrer sur le rejet du budget Bayrou et à passer du c'est Nicolas qui paye, ce slogan très dangereux lancé par l'extrême droite, à ce qu'il faut maintenant imposer, c'est-à-dire la réalité, c'est que c'est Nicolas, Mohamed et Fatimata qui payent pour que Bernard Arnault et Vincent Bolloré puissent être tranquilles. Et donc, quel bilan du 10 septembre ? Le 10 septembre, très belle réussite. Ça crée une magnifique dynamique pour le 18. On a réussi à éviter tous les pièges qui étaient tendus devant nous par le pouvoir, et notamment celui de mise en opposition entre mobilisation citoyenne et mobilisation syndicale. Les mobilisations doivent se conjuguer, elles se nourrissent, elles sont de nature différente. Et donc, maintenant, il faut que ça conflue sur le 18 septembre. Et puis, le 10 septembre, ça a marché aussi parce que chacun a joué son rôle, y compris la CGT, et qu'on a proposé des modes d'action. On a dit, nous, le 10 septembre, on s'y inscrit à partir de ce qu'on sait faire, à savoir, pour bloquer le pays, il faut faire grève. Et donc, on a appelé à la grève, on a multiplié les appels à la grève, construits par en bas. Donc, mais il nous en manque forcément, plus de 1000 appels à la grève sur le 10. Et ce qui est très intéressant, c'est que le 10 septembre, il y a plein de gens qui ne se mobilisaient pas d'habitude, qui se sont mobilisés, y compris dans les boîtes. Par exemple, il y a des magasins d'Action. Action, vous connaissez, c'est ce nouveau magasin low cost qui surexploite ses salariés, donc dans lesquels les organisations syndicales, notamment la CGT, c'est dur. Et bien, pour la première fois, il y a des magasins d'Action qui ont été fermés le 10 septembre. Pour la première fois, il y a eu une grève dans le secteur de la sûreté aéroportuaire. Et donc, à Roissy, à Orly, à l'aéroport de Toulouse, par exemple, il n'y avait plus de contrôle sur la sûreté aéroportuaire, avec un impact, évidemment, économique que vous visualisez, alors que la sûreté aéroportuaire, elle est sous-traitée, elle est ultra précarisée. Ça, c'est des signaux qui doivent donner confiance pour la suite. Et en même temps, ce qui s'est exprimé dans la rue le 10, c'est quand même une forme, si ce n'est de défiance, en tout cas de lassitude à l'égard des modes d'action syndicaux classiques. On lisait beaucoup sur les boucles Telegram du mouvement des phrases comme les manifs, on en a marre, ça ne sert à rien, de toute façon en haut, ils ne les écoutent jamais. Et donc, on veut quelque chose d'un peu plus radical. Est-ce que vous comprenez cette forme de lassitude, voire de ras-le-bol qui s'est exprimée le 10 septembre ? En fait, moi, ce que je constate, c'est que le 10 septembre, ce qui a marché, c'est les grèves, les rassemblements et les manifs. C'est quand même ça qui s'est vu.
puisqu'il y a quand même un certain nombre de militants, enfin notamment des sphères un peu d'extrême droite qui avaient lancé des trucs genre le 10 septembre, restez chez vous, enfermez-vous, surtout restez seuls. Bon, j'avoue que faire une mobilisation en étant tout seul, en s'enfermant chez soi, c'est bien, c'est original, mais ça ne peut pas marcher par principe. Donc évidemment, il faut... une diversité des modes d'action, c'est important parce que c'est ça qui dynamise, il y a toujours une créativité dans les luttes. Mais la constante sur les luttes, c'est deux choses. C'est le nombre. Ce qui fait la différence, c'est toujours le nombre. Attention, la radicalité, c'est pas de faire des actions très dures, c'est de faire des actions où on est le plus nombreux. Et la deuxième constante, c'est qu'il faut agir sur l'économie et donc que la grève doit être un élément central. Après, une fois qu'on tient ces deux principes, on peut faire les choses de plein de manières. Mais il faut tenir ces deux principes-là qui sont les principes qui dérangent réellement le pouvoir. Depuis Nuit debout en 2016 et puis ensuite avec le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019, on a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus souvent la tentation chez certains de s'organiser en marge des organisations syndicales. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous le comprenez ? En fait, je pense que c'est pas nouveau du tout. C'est aussi vieux que le syndicalisme. Par exemple, mai 68 n'a pas été lancé par les organisations syndicales, vous le savez. Mais mai 68 a marché parce que la CGT, la CFDT aussi, se sont jointes au mouvement et ont contribué à cette déferlante populaire qui a eu plusieurs composantes. Une composante sociétale de contestation de l'ordre établi, etc. Et une composante sociale très forte avec des grèves énormes du milieu ouvrier qui ont été faites à l'appel des organisations syndicales. Donc ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas un problème. Franchement, moi, à la CGT, je suis ravie et tous les camarades de la CGT étaient hyper contents de voir que le 10 septembre, ça poussait d'en bas avec plein de personnes qui n'étaient pas syndiquées, qui n'étaient pas habituées à faire grève et tout ça, qui disaient « je veux faire grève, je veux agir, etc. » C'est super. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Et pour la CGT, la démocratie n'est jamais un problème. Pour construire une mobilisation de masse, il faut de la démocratie et il faut aussi quand... ça nous dépasse, entre guillemets, c'est-à-dire quand c'est pas toujours ce qu'on a décidé qui se produit, bah c'est super en fait. Ça veut dire que c'est en train de se massifier, que ça prend et qu'on va gagner. Ça sent bon, ça. Vous parlez de grève, et cette semaine, ça tombe bien, il y a un excellent hebdomadaire qui s'appelle l'Humanité Magazine, qui publie un sondage. Son sondage, il montre une adhésion assez spectaculaire au principe même de la grève, puisque 74% des Français considèrent ce mode d'action comme légitime, et notamment 73% des cadres, ce qui peut paraître surprenant. Enfin, à vous, peut-être moins, mais en tout cas, de l'extérieur, ça peut paraître surprenant. Et pourtant, sur le terrain, on voit quand même qu'à chaque mouvement social, les grèves ont beaucoup de mal à se généraliser, en dehors de certains secteurs, toujours un peu les mêmes d'ailleurs. Comment faire pour y remédier selon vous et pour redonner aux gens l'envie de faire grève ? En fait, ce qu'il faut rappeler, marteler, c'est qu'il n'y a pas de grève sans syndicat. Et donc, le problème sur la baisse relative du nombre de grèves, parce que 2023, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu autant de grévistes. On a retrouvé quasiment le niveau de 2010. On a été au-dessus de 2019, 2020, etc. Donc, il y a eu des grèves en 2023. Il aurait fallu qu'il y en ait plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu plus ? Parce qu'il n'y a pas assez de syndiqués et parce qu'il n'y a pas assez d'implantation syndicale. Il y a plus de 60% des entreprises privées dans lesquelles il n'y a pas de syndicat. Comment voulez-vous faire grève quand il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise ? Donc la première chose à faire, je le dis à toutes celles et ceux qui sont ici, syndiquez-vous, organisez-vous. Et ce qui est génial avec le fait de se syndiquer, c'est que se syndiquer, c'est tout sauf le délégataire. Se syndiquer, c'est s'organiser pour agir, pour transformer sa vie, pour transformer son travail, c'est redresser la tête et c'est s'émanciper. S'émanciper de son patron, mais aussi quand on est une femme, s'émanciper de son mari ou s'émanciper de tous les rapports de domination, racistes, etc. qui structurent la société. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que pour certains, la grève, c'est devenu un slogan. La grève, c'est tout sauf un slogan. Et moi, ce que j'observe, c'est que souvent, ceux qui parlent le plus de la grève générale, c'est ceux qui ne la font jamais. Donc, avant d'en parler de la grève, il faut la faire, mes camarades.
Et puis j'avais juste une dernière remarque pour revenir en arrière sur l'articulation mobilisation citoyenne, mobilisation syndicale. Je veux quand même tordre le cou à ce discours qu'on entend quand même sur le fait que les syndicats, ça gagne plus, ça sert à rien, etc. Faut faire des comparaisons chiffrées, hein. Entre les Gilets jaunes en 2019 et la mobilisation en 2023, ça ne dénigre pas la mobilisation, c'est très intéressant ce qui s'est passé, mais les rapports sont du simple au décuple. Il y a eu 10 fois plus de personnes dans les manifestations en 2023 qu'en 2018-2019, et évidemment les grèves, il n'y en a pas eu en 2018-2019. Donc en termes de capacité de mobilisation, les mobilisations qui gagnent, c'est celles qui conjuguent les organisations syndicales, et puis ensuite ça dépasse avec plein d'initiatives citoyennes, etc. Mais on ne peut pas gagner sans les organisations syndicales sur les questions sociales, ça c'est clair. Il n'y a jamais eu une mobilisation gagnante sans les organisations syndicales. Et sans la CGT, bien sûr. Depuis 1995, dont on fête d'ailleurs les 30 ans cette année, il y a un peu cette tentation de la grève par procuration. C'est-à-dire cette idée qu'il y a certains secteurs stratégiques qui montent au front, alors c'est souvent les raffineries, les transports en commun, certains agents de la fonction publique, et à chaque fois ils sont soutenus par une majorité silencieuse, mais ils se retrouvent un peu tout seuls à faire grève. Comment faire pour essayer d'enrayer cette tendance qui est assez néfaste au final ? Ouais, ça c'est très 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 important d'en parler, hein. Parce que notamment il faut s'expliquer sur c'est quoi la convergence des luttes. Pour que les luttes convergent, il faut qu'il y en ait. Et donc, notre responsabilité de chacune et de chacun, quand il y a une magnifique lutte des cheminots, par exemple, bon, c'est bien, ils sont contents quand on vient les soutenir sur les piquets de grève, hein, ça leur fait plaisir, mais ça ne change rien à leur lutte, hein. Ce qui change quelque chose à leur lutte, c'est si on se met en grève, nous, dans notre entreprise et sur notre lieu de travail. Donc, pour soutenir, élargir, gagner, et pour faire converger les luttes, il faut que chacun prenne ses responsabilités et fasse monter le rapport de force là où il est. Attention, parfois, le discours sur la convergence des luttes, en fait, il occulte une fuite par rapport à ses propres responsabilités. On est en difficulté sur son lieu de travail et donc on va faire je ne sais quoi de convergence des luttes, mais en fait, on fait converger rien du tout parce qu'on n'a rien travaillé sur son lieu de travail et dans l'endroit où soi-même, on peut construire le rapport de force. Travaillons chacun, chacune sur nos lieux de travail pour syndiquer, organiser les collègues, développer les grèves. Et comment est-ce qu'on développe les grèves ? Ça ne se fait jamais d'en haut. Ce qui compte, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est des revendications concrètes. L'ancrage de la démocratie, c'est-à-dire faire des assemblées générales, débattre entre collègues et définir les revendications, ce dont on a besoin de changer sur le lieu de travail. Ça permet déjà d'aller chercher un peu le patronat, parce que trop souvent, quand on a des mobilisations d'en haut, le patronat, il est aux abonnés absents bien tranquille. Comme ça permet de le tacler, d'aller chercher des avancées concrètes. Et c'est ça qui fait que les gens en grève se mettent en grève. On ne se met pas en grève par solidarité. Enfin, ça, c'est le deuxième motif. Mais le premier motif pour perdre un jour de salaire, c'est d'aller gagner du mieux pour soi et pour ses collègues. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, ce travail démocratique à faire sur les lieux de travail. J'ai rien entendu. Personne ne se met en grève en même temps, je crois. Je ne sais pas ce qui a été dit. C'est ça ? Le 18, là, il faut se mettre en grève tous et toutes en même temps. Là, c'est très clair, hein. Je le disais en introduction, la France traverse une situation d'instabilité politique. Je voulais juste vous entendre un peu là-dessus, revenir un petit peu en arrière. On en est déjà au 4e gouvernement en un an. Si vous deviez définir cette crise, pour vous, ce serait quoi ? Est-ce que c'est une crise institutionnelle ? Est-ce que c'est une crise de régime ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une profonde crise démocratique qui va devenir une crise de régime si Macron continue de faire ce qu'il fait. C'est très inquiétant pour le pays quand même, hein. C'est grave parce qu'il est prêt à organiser le chaos institutionnel pour maintenir sa politique. C'est lui, le chaos, c'est lui. C'est un énorme problème parce que... et encore une fois, lui et le patronat. N'oublions pas le patronat qui agit en coulisses et qui est prêt au chaos institutionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur plan B, l'extrême droite. Le capitalisme est pas nouveau, mais par contre, il mute. Et donc là, on est dans un moment de mutation du capitalisme où on passe du capitalisme néolibéral de Reagan et Thatcher au capitalisme libertarien de Trump et d'Elon Musk.
Et donc aujourd'hui, le patronat est en train de basculer là-dessus, c'est ça son alliance avec l'extrême droite. Et donc ce capitalisme libertarien, il est en guerre contre l'État, il est en guerre contre le droit social, le droit environnemental, il est même en guerre contre la vérité, parce qu'il veut installer une post-vérité. Et donc ce capitalisme libertarien, c'est la loi du plus fort ou plutôt du plus riche, et on fait sauter toutes les régulations qui existent. C'est ça, c'est pour ça qu'ils sont prêts à aller jusqu'au chaos institutionnel, parce que maintenant, le capital a intérêt au chaos, parce que maintenant, pour le capital, la démocratie est un problème. Ils ont compris que nous sommes de plus en plus lucides. Et donc, la démocratie, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois, leur politique injuste, elle déclenche des mobilisations massives. Et donc, auparavant, pour les plus vieux d'entre eux, je m'inclus dedans, l'histoire qu'on nous racontait, c'était libéralisme et démocratie, ça va ensemble. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le capitalisme joue contre la démocratie et c'est pour ça qu'il fait le choix de l'extrême droite. Le point positif, c'est que ça veut dire qu'on est ultra majoritaire et donc il faut qu'on continue à se mobiliser et qu'ils n'ont jamais été aussi seuls. On est arrivé au terme de cet entretien. Je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, j'ai juste un mot, c'est que, vraiment, on est en position de force et c'est pas de la langue de bois. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, depuis 8 ans, il n'a jamais été aussi seul, il n'a jamais été aussi isolé. Je sais que pour beaucoup parmi vous, j'avoue, pour moi aussi, il y a des fois, on est tous humains, il y a des fois, je suis fatiguée, je suis désespérée, je suis blasée, parce que franchement, c'est lourd. On a manifesté, fait grève en 2023, on a voté en 2024, on a signé une pétition cet été, ils sont toujours là, etc. Donc parfois, c'est désespérant. Mais là, c'est vraiment pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de relever la tête parce qu'on est dans un moment d'accélération où on peut prendre la main. Notre objectif, le 18 et après, c'est de prendre la main, le stylo, le chéquier, tout ce qui va avec, et d'écrire la suite. C'est pour ça qu'il faut être au rendez-vous le 18 et après, on compte sur vous. Merci. C'est juste un tout petit truc. Merci beaucoup, Sophie. Non. J'ai juste oublié un truc hyper important. Avant le 18, syndiquez-vous. Là, je ne vais pas demander qui n'est pas syndiqué, mais là, il faut le faire. Au stand, au forum social, vous pouvez aller vous syndiquer à la CGT, mais partout ailleurs. Syndiquez-vous, organisons-nous sur les lieux de travail. C'est comme ça qu'on tient dans la durée. C'est comme ça qu'on fera changer les choses à tous les niveaux. C'est le moment de se syndiquer, chers amis et chers camarades. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.